Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre FLM débat. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir les fondateurs de la chaire économie du climat qui a l'immense talent de tourner des périodes difficiles en livre. Et aujourd'hui, il va nous parler de sa dernière publication. Il avait déjà publié un livre juste avant le confinement. Pendant le confinement, il a profité pour réfléchir à l'impact du Covid sur le climat et plus en général sur l'économie. On aurait aimé que cette réflexion vienne ex post. On est toujours dans la crise, donc on va t'écouter avec grand plaisir. Bien, merci, merci Anna. Merci. Non, ça commence mal. Merci à la chaire économie du climat de m'inviter. Je dois dire, je trouve cette situation quasi surréaliste. Pour moi, ça me fait vraiment extrêmement bizarre, si vous voulez, de me dire, un, que la chaire économie du climat m'invite et que deux, je suis dans mon bureau, si vous voulez. Mais bon, on ne choisit pas, hein, on vit avec. Et dans les deux cas, tu es chez toi, Christian. Chez toi Merci. physiquement et chez toi à la chaire. Je n'en doute pas, je n'en doute pas, mais j'aimerais bien que mon chez-moi soit autre chose qu'un écran Zoom, si tu veux. Mais bon, alors, grand merci à tous, hein, ça me fait vraiment très plaisir de partager ce moment avec vous dans le cadre du FLM. Euh, je vais essayer de me tenir à une présentation qui ne dépassera pas 3/4 d'heure pour que nous ayons le temps de la discussion. J'ai vite balayé un petit peu les gens qui sont là et je vous remercie tous de vous être joints à nous. J'ai même vu quelques membres du comité scientifique avec qui s'étaient joints, donc je suis très honoré. Bon, moi, ce que j'ai essayé de faire pendant mon premier confinement, si vous voulez, où on m'a expliqué que ma plus grande utilité sociale, c'était de rester dans mon chez-moi. Bon, à mon âge, trop risqué de s'occuper des petits-enfants, des bergers, etc. Bon, donc, bien un peu d'activité en ligne avec quelques cours que je n'avais pas encore terminés, mais bon, donc j'avais un peu de temps et ce temps, assez vite, je me suis dit, essaye de comprendre ce qui se passe autour de toi. Et je lisais assez vite, j'ai lu près tous les jours, sur notamment un grand quotidien du soir, des papiers sur le monde d'après, où je trouve qu'on se projetait un peu sur le monde d'après. Et donc, moi, je me suis dit, essayons, plutôt que tout de suite regarder le monde d'après, d'observer comment est-ce que nos sociétés réagissent à la pandémie. Et essayons de nous poser une question assez simple, c'est dans ces réactions face au coronavirus, qu'est-ce qui est moteur d'accélération, de transformation, qui peut-être vont rendre demain l'économie plus résiliente à la fois face aux risques sanitaires et face aux risques climatiques. Donc, le vrai titre de l'ouvrage, c'est probablement pas le titre principal, c'est le sous-titre, hein, plaidoyer pour une économie de la résilience, car je crois que ce que nous allons vivre comme transformation dans les années qui viennent, c'est effectivement la bascule d'une économie qui va davantage prendre en compte la question de la résilience, notamment versus la question du profit immédiat. Alors, pour peut-être nous mettre un peu en appétit, je voudrais avec vous réfléchir 30 secondes sur, un peu plus que 30 secondes même, sur ce cartoon de Kals, hein, qui est le caricaturiste de The Economist, qui nous visualise un peu le combat contre la Covid-19 de la façon suivante. Vous voyez, de deux boxeurs, hein, le boxeur Terre et le boxeur Covid. Et puis derrière, vous avez un autre combattant qui ressemble beaucoup au boxeur Covid, mais il a quand même une différence énorme, hein, c'est la taille. Et donc, ce que suggère la caricature, c'est que une fois qu'on aura vaincu, si on y arrive, je pense qu'on va y arriver, le combattant Covid, on aura un autre combat qui risque de durer un peu plus longtemps, hein, parce que l'adversaire semble plus robuste, hein, plus musclé, plus fort. Voilà, alors ça nous conduit peut-être à réfléchir un tout petit peu, hein, c'est ce qu'il y a dans le chapitre 1 de l'ouvrage, hein,
sur qu'est-ce qui rapproche et qu'est-ce qui différencie ces deux êtres assez bizarres que sont d'un côté le CO2 et de l'autre le coronavirus. Hein. Ce sont des êtres que nous ne voyons pas. Hein. Le virus, comme le CO2, hein, il est invisible. Hein. C'est, le CO2, en plus, il est inodore. Hein, et il n'est pas, pas toxique. Alors, on ne peut pas dire la même chose du virus, mais bon. Donc, dans le premier chapitre, je m'interroge sur qu'est-ce qui différencie ces deux êtres. Et je reprends une expression qui n'est pas de moi, que j'ai trouvée dans un article de François Gémen, un article publié dans AOC. Je pense que ces deux êtres sont des faux jumeaux. Alors, ils ont des caractères de gémelléité évidents. Le premier caractère de gémelléité pour les économistes, hein, c'est qu'on a deux grands destructeurs de biens communs, de biens publics, hein, et de biens communs planétaires, hein, puisque le réchauffement climatique, ça détraque le climat, qui est vraiment le prototype, hein, d'un bien commun planétaire, et le coronavirus, c'est la santé publique globale, hein, qui est menacée. Donc on sait bien que pour lutter contre ces destructeurs de biens communs, il y a une condition absolument essentielle, hein, c'est que il faut aligner tous les comportements. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes à distance aujourd'hui. Hein, c'est parce que tout comportement individuel, hein, qui consisterait à aller vers les autres, même si on a envie d'aller vers les autres, serait un propagateur de circulation du virus. Le deuxième volet commun, je crois, cette deuxième phase de la gémelléité du coronavirus et du CO2, c'est le fait que dans les deux cas, c'est la connaissance scientifique qui nous informe sur le processus de circulation de ces deux êtres, hein, le virus et le gaz. Et c'est la connaissance scientifique qui doit non pas se substituer aux politiques, mais qui doit interagir avec le politique. On voit bien que, on l'a encore vu récemment pour le coronavirus, le politique seul n'a pas les connaissances et les compétences pour agir efficacement contre le coronavirus. Il n'a pas plus les compétences pour agir efficacement contre le changement climatique s'il ne s'enrichit pas de la connaissance scientifique. Et il est très frappant de voir combien des hommes politiques que je ne citerai pas, mais dont vous voyez tout de suite l'origine, sont à la fois des climato-sceptiques et des coronavirus sceptiques. Mais malgré tout, ces caractères de gémelléité, il y a deux grandes différences, je crois, entre Covid-19, entre le virus et le CO2, qui sont importantes à bien comprendre. La première grande différence, c'est que, évidemment, l'échelle de temps n'est pas la même. En matière de changement climatique, c'est largement développé dans le tic-tac. On voit bien que si nous agissons efficacement contre en réduisant massivement les émissions de gaz à effet de serre, le résultat sur le système climatique va apparaître au bout de 2 ou 3 décennies. Et donc, pour l'essentiel, hein, le climat qu'on aura dans 20 ans ou dans 30 ans, il est déjà fait par le stock de gaz à effet de serre qui est au-dessus de nos têtes et son inertie. Dans le combat contre le coronavirus, le pas de temps, on est à la journée. Hein. On voit bien que on a commencé à confiner il y a un peu plus de 15 jours, on commence déjà à voir les effets. Donc, ce pas de temps très différent est quand même très important à prendre en considération. Et on voit que, j'y viendrai tout à l'heure dans la conclusion, les phénomènes d'amnésie sur le coronavirus et sur le changement climatique ne sont pas tout à fait sur les mêmes échelles temporelles, même si c'est fondamentalement le même ressort, je crois, psychologique qui se rapproche au limite. La deuxième grande différence entre les deux êtres, c'est que le CO2, il est totalement anthropique, en ce sens que nous maîtrisons, hein, la quantité de CO2 que nous envoyons dans l'atmosphère, totalement. Hein, c'est totalement une création anthropique. Le coronavirus n'est pas une création anthropique. Il est extérieur à nous, il nous vient du monde animal, par des procédés du reste qui sont accentués par la façon dont traite la nature, on y reviendra tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle, quand on regarde les palettes de moyens pour lutter contre la pandémie, ben, on attend tous l'arrivée des
thérapie ou mieux du vaccin avec beaucoup d'impatience, car on voit bien que ça va être un élément déterminant dans le combat. On ne peut pas se vacciner contre le réchauffement climatique parce que c'est nous, l'agent pathogène. Donc, il faudrait. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas un vaccin qui pourrait s'appliquer aux gros combattants que vous voyez à la droite du ring. C'est nous l'agent pathogène. Et donc, là, on a quand même aussi une différence tout à fait fondamentale entre le corona et le CO2. Voilà, si vous voulez, pour la réflexion initiale. Alors maintenant, on va essayer de rentrer un peu dans la problématique de l'ouvrage en se posant la question de la résilience par rapport au virus et de la résilience par rapport au changement climatique avec 3 échelles de temps, le court terme, le moyen terme et le long terme. Vous voyez comment l'exposé est construit sur une problématique extrêmement simple, voire simpliste. La résilience à court terme face à l'épidémie, elle se construit d'une façon assez inédite, je veux dire, pour un macroéconomiste, c'est quelque chose d'assez stupéfiant. On met à l'arrêt l'économie. On met à l'arrêt l'économie avec un mécanisme de double rationnement. On rationne, la mise à l'arrêt de l'économie, c'est évidemment le confinement qui est une limitation plus ou moins complète de la mobilité des hommes. Et cette limitation de la mobilité des hommes, elle provoque un rationnement de l'offre, parce qu'une partie de la force de travail ne peut pas se rendre sur son lieu de travail. Alors, il y a évidemment des amortisseurs. Le principal amortisseur, c'est probablement le numérique et le fait qu'on peut tenir quand même un FLM malgré l'absence de sandwich qui se fait douloureusement ressentir, je dois dire. Mais bon, tant pis, la chair ne nous paiera pas le sandwich aujourd'hui. Mais on tient quand même le FLN. Bon. Et du côté de la demande, on a aussi un mécanisme de rationnement, puisque en même temps que les règles du confinement empêchent d'aller au travail, elles empêchent d'aller dans les magasins, ou moins les magasins non essentiels, et un certain nombre de lieux où on a besoin d'être présent pour consommer, comme par exemple la salle gymnastique et autres cinéma ou théâtre, voire opéra. Moi, j'ai pas été à l'opéra depuis plus d'1 an, commence un peu à remarquer. Voilà, bon, donc ça c'est 2 mécanismes importants. Je dis que ce mécanisme de rationnement par la demande, il a un effet macroéconomique très important, c'est l'augmentation de l'épargne monétaire. Il a eu un effet tout à fait étonnant à un moment, c'est le phénomène du prix négatif qui est apparu sur le pétrole, qui à mon avis présage assez bien de ce qui va se passer dans la décennie qui vient, c'est-à-dire le pic pétrolier qui vient non pas de la rareté de la ressource, mais de la rareté de la demande. Et puis, il y a tout un volet absolument majeur sur le plan macroéconomique dans ce double rationnement, c'est la montée de l'endettement et la création monétaire qui nous met dans des situations qui ont été jusqu'à présent vécues plutôt au moment où, après qu'on a financé l'effort de guerre, et on sait que classiquement, ces hausses considérables de l'endettement ne sont jamais remboursées par des moyens orthodoxes par l'État, qui seraient soit de relever les impôts, soit de diminuer les dépenses publiques. Et jusqu'à présent, ces moyens, c'était surtout l'inflation qui faisait payer en fait un impôt par la perte de valeur de la monnaie. Là, comme l'inflation maintenant se manifeste plus par la hausse du prix des biens et services, mais par la hausse du prix des actifs, je pense que c'est sur le plan économique la question majeure de l'après Covid, enfin de la sortie plus exactement du Covid, c'est que comment est-ce qu'on va financer cet endettement si l'inflation qu'on crée en utilisant à mort la création monétaire et la planche à billets se répercute non pas sur le prix des biens et services, mais sur les prix d'actifs immobiliers et boursiers. Vous voyez quand même le décalage incroyable qui s'est creusé entre pas l'effondrement, mais la chute, la mise à l'arrêt de l'économie réelle. Vous voyez là sur le petit diagramme. On n'aura jamais vu depuis la guerre, et même avant, en temps de paix, une baisse du PIB comme ça. C'est véritablement une question majeure. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire payer cette dette publique autrement que par de l'inflation, si l'inflation se manifeste par le prix de l'immobilier qui se tient incroyablement bien, l'immobilier résidentiel, sur le non résidentiel c'est autre chose, et
valeurs boursières qui sont complètement décalées par rapport à la situation de l'économie. Les impacts environnementaux, je ne vais pas m'étaler longuement. Le ciel est nettoyé quand le confinement est total. Il est moins nettoyé en ce moment parce que le confinement n'est pas total. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, les pollutions locales baissent, les émissions de CO2 baissent. L'AIE les a estimées à moins 8%. Bon, il y a eu d'autres estimations. Moi, j'ai fait un premier calcul de coin de table assez tôt, dès le mois de mars. J'avais trouvé une fourchette moins 3, moins 14. Bon, avec le reconfinement, avec la seconde vague aux États-Unis, je ne serais pas étonné qu'on termine, qu'on fera les calculs définitifs, qu'on tombe effectivement sur une baisse un peu plus forte que ce qu'a vu l'AIE, sauf que peut-être l'Asie va contrebalancer un peu les choses. Bon. Mais de toute façon, et puis on voit surtout la place du Palais Royal le 22 avril dernier. Bon, vous n'y étiez pas, moi non plus. Il n'y avait pas d'humains, mais il y avait des canards, parce que lorsqu'on confine, on a une espèce de, non seulement on nettoie le ciel, on recrée du silence et la nature et d'autres êtres vivants qu'on avait chassés des villes reviennent dans notre environnement. Voilà, si vous voulez, sur la résilience à court terme. Bien évidemment, on ne va pas atteindre les objectifs climatiques en confinant pendant 20 ou 30 ans, si vous voulez. On ne peut pas directement appliquer les méthodes contre le Covid, mais quand même, il faut un peu réfléchir à ce qui, dans ces ajustements de court terme, va durer ou pas. Et moi, je vois plusieurs choses qui m'interrogent. Je vois le rôle du numérique qui joue, je pense qu'on va y revenir dans l'exposé, dans la suite de l'exposé, la crise sanitaire accélère la bascule vers ce que je vais appeler dans un instant le capitalisme viral. Je vois que une partie des règles de macroéconomie que j'ai apprises à l'université, que j'ai ensuite un peu enseignées, sont en train de voler en éclats. Donc, il va y avoir des ajustements macroéconomiques nouveaux qui sont et je pense que cette question de rationnement doit nous interroger parce que il y a quand même un instrument de rationnement dans les leviers de la politique climatique, qui est le système de rationnement du CO2 et des permis d'émission. Peut-être qu'il y a des pistes aussi à explorer dans ce sens-là. Résilience à moyen terme. Alors, on va commencer l'analyse de la résilience à moyen terme. Alors, la résilience à moyen terme, en gros, c'est la problématique suivante. Après une phase de mise à l'arrêt plus ou moins longue, alors comme il y a la deuxième vague dans l'ouvrage, je décris abondamment la possibilité d'une deuxième vague, tout simplement parce que j'ai écouté ce que disaient les spécialistes des maladies infectieuses et pas ce que disaient les journaux. Bon, et donc, ils disaient tous que c'est très probable que la circulation du virus s'accélère si on relâche un peu l'effort, c'est évidemment ce qu'on a vécu. Bon. Donc la question du moyen terme, c'est quand on sort de la pandémie, quels sont les ajustements économiques de moyen terme? Est-ce qu'on revient à la situation antérieure? Est-ce qu'on retrouve des tendances ou est-ce qu'on est dans des ajustements différents? Bon, j'ai beaucoup aimé la citation de l'écrivaine indienne que je n'ai pas sous les yeux du reste, qui nous disait, oui, je ne change pas, je n'ai même pas amené mon bouquin, qui disait il est impensable qu'on revienne à la situation d'avant. Donc, c'est un peu ça la problématique. Alors, comment est-ce que je la traite dans l'ouvrage? Mais d'abord, moi, j'essaye de réfléchir à partir non seulement du présent, mais du passé. Je pense que, je sais qu'aujourd'hui, on n'enseigne pratiquement plus dans les universités ni l'histoire de l'économie, ni l'histoire de la pensée économique, mais donc, pourtant, c'est bien utile de regarder un peu comment les tendances passées. Donc, quand on regarde uniquement sur le CO2, et c'est important de dire uniquement sur le CO2, car les ajustements sur les gaz non CO2 et sur notamment l'agriculture et la forêt n'ont pas du tout été de la même sorte que ceux sur l'énergie. Eh bien, on voit que depuis un siècle et 2 décennies, 1900, il y a deux composantes aux émissions de CO2. Là, une composante qui est au changement d'usage des terres, principalement la déforestation, qui reste à peu près horizontale. Ça aussi autour de 5 gigatonnes par an. Ce qui bouge beaucoup, c'est la localisation de la déforestation, puisque 1950, c'est principalement une déforestation
sur le continent nord-américain, hein, qui est la plus grande partie de la déforestation, car les États-Unis et le Canada n'avaient pas encore terminé leur déforestation. Bon, et puis, depuis 1950, c'est essentiellement la déforestation tropicale. Bon, et puis, vous voyez cette courbe en bleu qui sont les émissions de CO2 liées aux fossiles plus quelques procédés industriels, dont le ciment, qui rejoignent les émissions liées au changement d'usage des terres à peu près au milieu du XXe siècle, et puis ensuite bascule de 5 jusqu'à 35, entre 35 et 40 gigatonnes. Et puis on voit que, en gros, lorsqu'on essaie de détecter sur cette courbe rétrospectivement des points d'arrêt à la hausse, voire des reculs momentanés, ce qui a agi jusqu'à présent, ce n'est pas les politiques climatiques, hein, c'est des chocs exogènes. Il y en a 3 principaux, ils sont notés sur le graphique. Hein. Je fais bien les choses, hein, pour mon éditeur. Les 2 chocs pétroliers, la dislocation de l'URSS et la crise financière de 2009. À première vue, quand on regarde ce graphique, c'est un peu déprimant parce qu'on se dit, après ces chocs, on revient à une sorte de business as usual et la courbe continue à monter. Bon. Donc, si on reste à cette vision assez superficielle, on peut se dire que la différence entre 2020 et puis les 3 points de retournement, c'est que la chute sera plus sévère, beaucoup plus sévère, puisque grosso modo, on va tomber dans cette zone-là, à peu près entre 32 et 34, hein, suivant qu'on sera dans le haut ou dans le bas de la fourchette. Hein, et on risquerait de repartir après. Je pense qu'il faut en réalité avoir une vision un tout petit peu plus subtile et perspicace de l'enseignement du passé, en se disant qu'à chaque fois, dans ce qu'on a eu d'un choc sur les émissions, il y a bien eu un effet rebond, mais il n'y a pas vraiment eu un effet rebond, il y a eu un effet retour à la tendance en réalité. Ce n'est pas un effet rebond, si c'était un effet rebond, hein, on serait repassé là, vous voyez, on serait repassé là. Il n'y a pas eu vraiment d'effet rebond, il y a eu un effet retour à la tendance, ce n'est pas tout à fait pareil, hein, parce que chaque gigatonne de CO2, ça compte quand même, hein, au point de vue du réchauffement climatique. Et il y a eu en réalité des ajustements durables dans certaines zones de l'économie mondiale. Les chocs pétroliers des années 70, c'est le pic d'émissions de l'Europe occidentale. Si vous regardez le pic d'émissions de l'Union européenne à 28, maintenant on est passé à 27, je rappelle, et bien vous verrez que c'est 1980, le pic d'émissions. La dislocation de l'URSS, c'est le pic d'émissions de toutes les économies qui étaient liées à l'ex-URSS, donc l'Ukraine, la Russie, mais aussi la Pologne, la Bulgarie, etc. Et la crise financière de 2009, eh bien, le pic d'émissions des États-Unis, c'est 2008. Donc vous voyez que moi, ce que je pense, c'est que lorsqu'on regarde le passé, jusqu'à présent, les points de rupture dans les trajectoires d'émissions n'ont pas été provoqués par des politiques climatiques, elles ont été provoquées par des chocs extérieurs qui ont modifié très durablement le régime d'émissions et les trajectoires de morceaux non négligeables de l'économie. Et je me dis que le choc de 2020, parce qu'il est beaucoup plus violent et surtout parce qu'il intervient dans un contexte très différent où durant la décennie 2010, on a déjà amorcé la transition énergétique, même si on n'a pas fait suffisamment rapidement, notamment grâce au développement accéléré et beaucoup plus fort qu'on l'anticipait des renouvelables. Peut-être qu'on aura une possibilité d'imaginer un changement de trajectoire beaucoup plus large et voir que le pic mondial des émissions puisse être atteint dès l'année 2019. Alors, l'idée tout de suite qui vient sur cette hypothèse, hein, c'est de regarder comment sont construits les plans de relance. Je mets en garde tout de suite les gens qui n'ont pas fait de macroéconomie classique pour dire que les plans de relance, même si les masses paraissent énormes, hein, 750 milliards de dollars chez nous, 2000 milliards aux États-Unis, hein, c'est fou voir que aux États-Unis, ils n'ont pas été sur le dos de la cuillère, hein, et qu'ils ont distribué massivement, ils ont fait de la monnaie hélicoptère, hein, c'est-à-dire que ce que des économistes non conventionnels chez nous réclament depuis des années, c'est quand même Trump qui l'a fait. Bon, c'est comme ça, il y a des fois des paradoxes assez importants dans le fonctionnement de l'économie réelle. Bon,
Ce qui fait quand même la nature d'une reprise économique, c'est évidemment les incitations publiques, mais c'est aussi la façon dont réagissent les acteurs de l'économie, les acteurs privés. Et notamment dans les économies type Europe ou États-Unis, il y a un truc absolument déterminant. Et Keynes nous avait déjà très bien expliqué ça au moment de 1929, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce surcroît d'épargne qui a été accumulé pendant les confinements. Et là, ça recommence, parce que avec le reconfinement, on augmente ce stock d'épargne. Comment est-ce que les acteurs vont l'utiliser? C'est beaucoup plus important sur le plan macroéconomique que la dépense publique des États. Surtout qu'on sait que la plus grande partie des investissements bas carbone qu'il faut réaliser, ce n'est pas les États, mais les collectivités territoriales et les villes qui vont. Bon, néanmoins, je pense qu'une analyse rapide des plans de relance nous montre que moi, je crois très peu à l'effet rebond et je crois que l'implication directe de la Covid-19, ça va être au contraire de réaccentuer, de rehausser l'ambition des objectifs climatiques. En Europe, ça se discute à peine. Alors, on peut évidemment dire que on a sauvé des compagnies aériennes, oui, évidemment. Bon, on peut dire qu'on n'a pas assez mis de conditionnalités. Moi, personnellement, je ne crois absolument pas aux conditionnalités qui sont posées, surtout quand c'est un État vis-à-vis de ces grands opérateurs nationaux, si vous voulez. On peut y croire si ça nous a, mais ce qui compte, c'est le maintien et le durcissement des réglementations, les instruments économiques. Et bon, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que l'Europe est en train de basculer d'un objectif de moins 40 à moins 55% et que un tiers de ce qui est annoncé sur le plan de relance concerne directement l'énergie verte. En Chine, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre, mais on voit bien qu'il y a un espèce de débat interne en Chine entre un peu les anciens et les modernes. Je ne serais pas surpris qu'on y retrouve un petit peu les conflits de génération entre les vieux et les jeunes. Ceux qui veulent réinjecter de l'argent sur le charbon, il y en a encore, chez nous aussi, il y en a encore qui veulent réinjecter, pas sur le charbon, mais sur une autre grosse façon de produire de l'énergie avec de l'atome. Bon, et puis, il y a toute une partie du capitalisme numérique chinois qui, évidemment, veut en profiter pour investir encore plus dans les réseaux les réseaux numériques, les réseaux énergétiques, le photovoltaïque sur lequel la Chine a déjà à peu près un peu plus de 50% des parcs installés dans le monde, l'éolien, etc. Et puis, le dernier point, c'est évidemment les États-Unis. Je vous renvoie juste au papier que j'ai publié hier sur le site du blog de l'AFD sur les implications possibles de l'alternance américaine après la suite des élections. Probablement, il sera difficile de faire pire que ce qu'a fait Trump. Pendant 4 ans, on a une administration américaine qui est probablement qui avait le potentiel de nuisance la plus forte sur le climat qu'on puisse imaginer. Et pourtant, le charbon n'a pas été relancé. Vous voyez, les émissions de CO2 ont continué à baisser. Elles ont baissé un peu moins vite qu'elles auraient baissé si on avait une administration un peu plus responsable. Mais je pense que le bilan de 4 ans de Trumpisme, c'est que beaucoup de gesticulations, beaucoup de dangers sur la politique climatique, notamment vis-à-vis des institutions de recherche, etc. Mais on ne casse pas une dynamique qui, je crois, avait été amorcée sous les 8 années précédentes de l'administration Obama. Et cette dynamique, c'était l'amorçage de la sortie du charbon dans la production électrique américaine. Et je crois que l'enjeu majeur de l'administration Biden, ça va être d'amorcer le même virage sur non plus le charbon, mais le pétrole et le gaz. Donc, ma conclusion sur le moyen terme, c'est que je prends le pari qu'il n'y aura pas d'effet rebond massif, et je prends le pari que la conséquence majeure de la Covid-19, ça va être au contraire de plutôt faciliter le rehaussement de l'ambition climatique qui pourrait évidemment, dans les hypothèses les plus favorables, et tout ça est semé d'embûches évidemment,
déboucher sur des avancées dans la prochaine COP à Glasgow, qui a été reculée d'1 an. On a mis un peu aux abonnés absents, hein, l'administration, enfin l'administration onusienne qui gère le climat. Donc, mais finalement, peut-être que ce n'était pas si stupide que ça. Je dis 2 mots quand même dans les implications internationales. Pour moi, les 2 enjeux majeurs maintenant des effets d'entraînement à l'international ne concernent absolument plus l'Asie, enfin absolument plus la Chine, si vous voulez, ou la Corée. Hein. Voilà, la messe est dite sur la Chine et la Corée, c'est une question de rythme maintenant, pour la partie énergétique. Ça concerne 2 grands groupes de pays, les pays gros producteurs et exportateurs d'énergie fossile, je dis bien énergie fossile, et je ne dis pas pétrole, et je ne vise pas uniquement, tant il s'en faut de beaucoup, uniquement quelques pays du Golfe arabique ou persique, hein, suivant la façon dont on l'appelle. Je vise l'ensemble des économies qui ont un fonctionnement basé sur la production et l'exportation d'énergie fossile. On en trouve même en Europe, hein, qui se font très discrets, mais c'est par exemple le cas de la Norvège. Je pense qu'on n'a pas encore, c'est vraiment dans la négociation internationale une espèce de zone cachée, un peu d'impasse. Pour ces pays, la transition énergétique est extrêmement coûteuse. Donc, évidemment, ils vont y aller, ils vont continuer à traîner des pieds pendant longtemps. Et c'est quand même un enjeu majeur. L'autre enjeu majeur à l'international, évidemment, les pays moins développés, à commencer par l'Afrique au sud du Sahara, qui a été, j'approfondis un peu dans l'ouvrage, vous verrez si vous le lisez, le cas de la gestion africaine par rapport à la COVID-19. De fait, la démographie, le climat ne sont pas pareils du tout en Afrique au sud du Sahara qu'au nord. Mais moi, je pense qu'une différence essentielle entre ces pays et notamment les pays occidentaux, c'est qu'ils n'ont jamais quitté les problèmes des maladies épidémiques. Hein. Et donc, Ebola, le sida, le SARS, etc. Donc, la tuberculose, la malaria. Et donc, ils sont beaucoup plus armés que nous pour lutter contre ce type d'épidémie. Alors que nous, on est un peu des amnésiques. On fait comme si, à cause de grâce plus exactement, à la révolution pasteurienne, on n'avait plus de risque d'être touché par ce type d'épidémie. Nous, on ne connaît que les épidémies liées aux maladies chroniques, le diabète, le truc. Est-ce que c'est pas, ça se transmet pas par des virus, mais on voit bien que ça se transmet aussi par des modes de vie. Bizarrement, c'est les mêmes modes de vie. Je m'étais très intéressé la semaine dernière. J'ai fait une conférence avec la Rabat, avec les questions de collègues à Rabat. Il y a beaucoup de médecins là-dedans. Et ils me disaient, mais tu sais, ce qui se passe avec l'épidémie du Covid, c'est que ça rejoint d'autres épidémies qu'on n'appelle pas épidémiques, qui sont les maladies chroniques, qui ne sont pas transmissibles par des virus, etc., mais qui sont transmissibles par des modes de vie. Bon, voilà, si vous voulez, sur le moyen terme, et on arrive maintenant au long terme. C'est le dernier slide, hein, rassurez-vous, je suis dans les temps, je crois. Hein. On a encore pour 10 minutes, à peu près un peu plus, mais je pense ne pas avoir dépassé mes 3 quarts d'heure de parole que je m'étais auto-attribué, puisque ce qu'il y a de bien au FLM de la chaire économie du climat, c'est qu'une fois qu'on vous passe la parole, après, c'est vous qui gérez votre temps, donc il n'y a pas de gens qui vous arrêtent ou qui vous disent « il faut vous dépêcher, il faut vous taire ». En plus, à distance, c'est plus compliqué à faire hein, que quand on est en présentiel, comme on dit. Alors, la résilience à long terme, c'est évidemment la question majeure, hein, compte tenu de ce que j'ai indiqué dans la présentation du premier slide. Hein, le tic-tac de l'horloge climatique fait qu'on ne va être efficace dans l'action face au climat que dans une temporalité longue. Donc, la question de la résilience à long terme est évidemment très importante, même si ce n'est pas la préoccupation majeure des gens. Et quand, hier, j'étais invité par BFM, quand on m'invite à BFM, si vous parlez du long terme, ils disent non, on ne vous a pas invité pour ça, on vous a invité pour la semaine prochaine. Alors, moi, je vois cinq facteurs importants qui vont faire que, suivant la formule de
d'écrivaine indienne dont je n'arrive pas à retrouver mon bouquin, donc je ne sais plus ce que c'est qu'elle disait, mais elle nous disait demain va peut être comme aujourd'hui, mais comme c'est une bonne écrivaine, elle le dit beaucoup, avec beaucoup plus de finesse et de subtilité que moi. Les deux premières modifications concernent un peu le régime macroéconomique. C'est les parties en haut à droite du slide. J'espère que vous voyez quand j'utilise ma souris. Alors, sur les parties en haut à droite, il y a deux choses, et tout ça, c'est le chapitre 6 de l'ouvrage. Les deux slides en haut à droite s'interprètent de la façon suivante, les deux images s'interprètent de la façon suivante. Là, vous avez un espèce d'hôpital de campagne qui a été construit en 1918 ou 1919 lors de la grippe espagnole. Je rappelle que la grippe espagnole a provoqué le décès de plus de 50 millions de personnes à une époque où la population mondiale était inférieure à 2 milliards. Donc, en proportion aujourd'hui, c'est comme s'il y avait 400 millions de décès, même un peu plus. Il n'y a pas eu à ce moment-là de confinement, il n'y a eu aucune réponse globale à cette pandémie. Pareil, lors de la grippe de Hong Kong, qui a quand même coûté la vie à probablement un peu plus d'1 million de personnes dans le monde. Pareil, en 1958, lors de la pandémie de la grippe asiatique, un peu plus de 2 millions de décès. Donc là, la Covid-19 est quand même quelque chose d'assez nouveau parce que elle génère des réactions qui, alors, malgré la difficulté à coordonner les réponses, notamment via l'OMS, qui est torpillée par les administrations, donc on aura bientôt, j'espère, plus de soucis à se faire, mais on a cette réponse globale partout qui traduit quand même une sensibilité tout à fait nouvelle aux risques globaux. Et je pense que cette sensibilité nouvelle aux risques globaux, ça va rester. Et puis, on introduit subrepticement des choses nouvelles dans la régulation macroéconomique, et je vois deux choses absolument majeures. On sait que la Covid-19 accentue incroyablement les inégalités sociales, mais en même temps, elle accentue des réponses de politique publique qu'on n'aurait pas imaginées il y a encore un an. Sous forme de prise en charge du chômage partiel en Europe, sous forme de monnaie hélicoptère aux États-Unis, etc. Et puis des réponses de politique monétaire aussi, tout à fait inédites, puisque même notre premier prix Nobel d'économie, Jean Tirole, puisque maintenant on en a une deuxième, qui est quand même plutôt un parangon de l'orthodoxie économique, je le dis en tout respect pour les travaux de la Toulouse School of Economics, dans un premier article aux Échos, disait moi je ne crois pas que on va pouvoir financer correctement la rembourser la dette publique, et donc on va faire du financement monétaire, pas uniquement sur le déficit, mais aussi sur le volume de la dette. Il dit exactement la même chose que lorsque Gaël Giraud vous dit qu'il faut renoncer à une partie de la dette. Il le dit avec des mots un peu différents. Mais c'est le même mécanisme économique. Le deuxième grand levier de transformation structurelle, c'est l'accélération de la bascule vers le numérique, que j'appelle le capitalisme. Et je pense que c'est une mutation absolument majeure. C'est probablement l'un des effets les plus certains de la crise sanitaire, c'est que ça accélère un changement fondamental, je crois, dans le fonctionnement du régime capitaliste, qui vit depuis un siècle et demi sur les bases un peu thermo-industrielles, les trois énergies fossiles, et qui est en train de basculer vers un capitalisme que j'appelle, à la suite de Yves Citon, et qui est l'auteur de cette formule, le capitalisme viral. C'est quoi le capitalisme viral ? Eh bien, c'est le capitalisme qui repose sur un peu les deux connotations du terme viral lorsqu'on est sur les réseaux. Vous avez tous sur vos ordinateurs la crainte qu'il y ait des virus qui vous détruisent votre système. Et donc, on a des vaccins qu'on appelle des antivirus. Donc ça, c'est le côté repoussant du virus. Mais en même temps, on a tous envie moi j'aurais envie que la vidéo que nous sommes en train de faire avec le FLM devienne virale, qu'il y ait plein de gens qui regardent cette vidéo. Eh bien, le capitalisme viral, il vit là-dessus. Il vit, sa matière première, c'est l'information. Il accumule des stocks d'informations et ensuite, il est capable de valoriser ces stocks d'informations via des méthodes assez redoutables de contrôle, etc. Et donc, cette bascule vers ce capitalisme viral, c'est un capitalisme, sa matière première, c'est l'information, et son énergie, c'est plus le fossile.
c'est l'électron et c'est de préférence l'électron vert. Lorsqu'il investit dans la mobilité, il n'investit plus dans le moteur à combustion, il investit dans la conduite automatique, il investit dans le drone, il investit, je crois qu'Edouard est avec nous, dans les taxis volants. Mais oui, bon, et c'est comme ça partout. C'est un capitalisme de réseau, donc il investit dans l'efficacité énergétique, il investit dans le smart grid, il investit dans la smart city. Ce qu'il ne sait pas faire, c'est deux choses. Il ne sait pas ce que c'est que la sobriété. Ça reste un capitalisme fondamentalement de consumérisme. Et ça, c'est antagonique avec des trajectoires d'émissions dans le système énergétique qui nous ramènent à en dessous de 2 degrés. Deuxième chose qu'il ne sait pas du tout faire, c'est un capitalisme de contrôle. Donc, contrôle des hommes, contrôle des idées, contrôle des informations, mais aussi contrôle des cycles naturels, contrôle de la nature. Lorsque vous regardez ce que veut faire ce capitalisme viral lorsqu'il s'agit du milieu vivant, et je terminerai par là, tout à l'heure, dans 5 minutes, eh bien tout simplement, il veut se substituer ou contrôler, se substituer aux mécanismes de régulation naturelle ou les contrôler. Et donc il tourne le dos à la nécessaire reconstruction de la diversité du vivant, de la nécessaire reconstruction des écosystèmes. C'est une vision un peu transhumaniste, une vision de vieux fantasme de l'homme. Je vais devenir maître de la nature. Bon, voilà pour les deux grandes tendances. Ensuite, il y a deux tendances assez basiques et faciles à décrire, donc je vais être rapide. C'est que pour être résilient, demain, on va donner une plus grande valeur à la résilience versus le profit média, et donc on va avoir, je pense, des visions et des politiques différentes en matière de mobilité. Mobilité des personnes. Alors on est encore un peu ambivalent quand même là-dessus, parce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on va faire du tourisme spatial, qui est quand même probablement la méthode la plus émettrice de CO2 possible pour faire du tourisme. Et puis, il y a quand même un truc incroyable, c'est que quand on a déconfiné, on s'est rendu compte que la taille de l'espace urbain réservé au vélo, elle avait augmenté, on l'a très peu diminué, donc on ne reviendra pas en arrière. Donc, je crois que à moyen et long terme, l'une des leçons de la crise sanitaire, ça va être un autre rapport à la mobilité des personnes et à l'hypermobilité des personnes. Voyez l'ouvrage de Yves Crozet, à la fin de l'hypermobilité. Je pense que la pandémie va nous pousser à accélérer cette réduction de l'hypermobilité. Ce n'est pas demain la veille que le business travel va reprendre comme il était avant. C'est pour ça que quand on met des conditionnalités à Air France, il faut savoir s'il faut faire une ligne entre Montpellier et je sais pas, et Nice, ça n'a aucun sens. Ce qui compte, le truc, c'est est-ce que le business travel va repartir ou pas pour Air France. Ça fait des années qu'Air France voudrait fermer toutes ses lignes intérieures. Donc, bon, je ferme la parenthèse. Donc voilà, si vous voulez, sur la question de la mobilité des hommes, la mobilité des marchandises. Maintenant, on s'est rendu compte que pendant la crise sanitaire, on était devenu incapable de produire une plaquette de paracétamol. Et puis, on n'était plus capable de produire des grands chirurgicaux. Bon. Mais derrière ça, on voit bien que c'est une forme d'hyper-spécialisation liée à la mondialisation libérale. Je ne sais pas beaucoup, c'est quand même comme ça que ça peut s'appeler. On va donner une valeur beaucoup plus importante dans le futur à la proximité, au régionalisme par rapport à la mondialisation, à la liberté des marchés. Je pense que c'est inscrit comme réaction durable à la crise du Covid. Alors, certains appellent ça de la démondialisation, moi j'appellerais plutôt ça de la remondialisation. Je pense qu'il y a des risques considérables si on ne prend pas garde, notamment pour les pays les moins avancés, car des formes d'appel à la démondialisation seraient du protectionnisme vis-à-vis de ces économies qui ont besoin d'accès à nos marchés. Mais quand même, tout ça va, je crois, accélérer la transition, notamment en matière d'émissions liées au transport des marchandises. Et on sait que c'est avec le transport de personnes l'un des facteurs importants des émissions. Je termine par une considération sur la relocalisation. On en parle beaucoup sur le plan industriel.
problème de souveraineté industrielle, enfin, je ne vais pas vous faire le discours de Lemaire, il le fait mieux que moi, il y a un domaine, je crois, très important qui va être touché, c'est le domaine agricole et alimentaire. Pendant le confinement, on a observé une hausse de pratiques de consommation favorisant la proximité, à contrario de tout ce qui se faisait sur les biens non alimentaires. Et je pense que ceci est l'une des formes durables parce que dans la recherche d'une sécurité sanitaire, ce que vous mettez dans l'assiette est très important. Et ça me fait une belle transition pour le dernier point, notre rapport au vivant. Donc là, vous avez, j'ai figuré ça par de charmantes petites loutres de mer. C'est un clin d'œil, ça, au lecteur du Tic-Tac de l'horloge climatique, hein, dans le chapitre 9 sur le carbone vivant. J'introduis le chapitre en rappelant que lorsque la loutre de mer est une rescapée, hein, c'est le premier traité international, hein, de défense d'une espèce vivante autre que les hommes, hein, c'est le traité de 1900, je crois, 19 ou 18, sur la protection de la loutre de mer. Hein. C'est une rescapée parce que, comme c'est le mammifère qui a la densité de poils la plus forte au monde, évidemment, on l'a décimé pour faire des vêtements et des pelures. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque on décime la loutre de mer? Ces proies prolifèrent, hein, c'est la base, hein, des cascades trophiques, hein, en écologie. Et les proies, qu'est-ce que mange la loutre de mer, qui, par parenthèse, mange un quart de son poids tous les jours? Vous imaginez si vous mangez un quart de votre poids. Eh bien, ces proies prolifèrent, et la principale proie de la loutre de mer, c'est l'oursin. Et l'oursin, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il mange des algues. Et donc, lorsque vous détruisez la loutre de mer, on détruit les algues via les oursins, et la pompe océanique, pompe du carbone, disparaît, parce que lorsque vous décimez des forêts d'algues sous-marines, c'est exactement le même effet sur le climat et les puits de carbone que lorsque vous déforestez en Amazonie ou ailleurs. Simplement, là, la forêt, elle est sous l'eau. Bon, donc je crois que la résilience à long terme nous interroge beaucoup plus fondamentalement sur notre rapport au vivant, et plus particulièrement sur notre rapport à la biodiversité et à l'incroyable interaction des milliards d'êtres vivants qui le composent. Je vous renvoie, le rapport n'avait évidemment pas été sorti lorsque j'ai écrit le bouquin, mais s'il avait été sorti, bon, je pense que j'aurais mieux écrit cette partie-là. L'IPBES, hein, qui est le GIEC de la biodiversité, a sorti il y a 15 jours un premier rapport, hein, sur la Covid-19 et la biodiversité. Bon, il y a 4 raisons majeures, hein, qui font que cette pandémie va modifier notre rapport au vivant. La première raison, c'est que on voit très bien que les facteurs de risque par rapport à ces nouveaux virus sont énormément accrus lorsque on détruit la pandémie sauvage, la biodiversité sauvage. Donc, plus on va arriver à freiner, hein, l'empreinte humaine, hein, sur un certain nombre d'écosystèmes, notamment d'écosystèmes tropicaux, plus on va limiter les risques de transmission. 2, le commerce des espèces sauvages, qui normalement, je rappelle que le pangolin, qui semblerait peut-être un peu hors de cause, mais enfin, qui a été pendant longtemps associé à la propagation du virus depuis le monde animal, c'est une espèce dont le commerce est prohibé par la Convention des Nations Unies, que la Chine, comme les pays africains qui exportent le pangolin, ont ratifié, mais qui n'appliquent pas. Bon. Troisième levier très important, les modes d'élevage, et notamment les modes d'élevage intensifs qui nous rapprochent, hein, des virus animaux de façon dangereuse. Et le quatrième volet, qui est peut-être le plus important pour la population, c'est que on voit très bien que la façon dont nous nous alimentons est un facteur primordial de risque par rapport aux maladies, aux autres épidémies, que sont notamment le diabète et les maladies cardiovasculaires, hein, parce que nous mangeons trop déjà, et puis nous mangeons trop de graisse animale saturée, trop de sucre, etc. Et donc, je pense que là, la crise sanitaire va être aussi un accélérateur, hein, parce que lorsque vous donnez des règles sanitaires, les gens les écoutent plus ou moins. Lorsque vous dites que vous avez eu tant de millions de morts à cause
n'ont suivi les règles sanitaires. Là, ça fait quand même un peu plus réfléchir. En conclusion, mes amis, parce que je dois m'arrêter maintenant, vous voyez donc que je vois beaucoup de facteurs qui suggéreraient que la pandémie pourrait est en train de générer des ajustements qui vont favoriser l'action climatique et qui vont accélérer la transition énergétique. Mais 2 points pour terminer. Un, je ne me réjouis absolument pas de cette pandémie, hein, donc, parce que parfois les gens me disent, alors finalement tu es content, parce que non, je ne me réjouis absolument pas de cette pandémie. Il y a un vieux proverbe français qui dit un mal pour un bien. Moi, je crois que cette pandémie peut être un mal et même un hyper mal pour un bien si, en réaction, elle permet de construire une économie plus résiliente à la fois vis-à-vis des risques sanitaires et vis-à-vis des risques climatiques. Le deuxième point que je voulais dire en conclusion, je l'ai oublié, un mal pour un bien. Écoutez, j'avais un deuxième point en conclusion que je voulais dire, mais comme je l'ai en tête maintenant, je vous remercie beaucoup de votre attention et maintenant, place aux questions-réponses. Merci beaucoup, Christian. Tu as des questions qui s'affichent dans les fils de la conversation. Si tu Alors, peux. Attends, moi, je vois que mes slides là. Il faut que je fasse quoi là pour voir les fils de la. En tout cas, entre-temps, je vais commencer à télétransférer. Il faut que je fasse quoi, moi? Tu reviens, tu enlèves le partage. Ah ouais. Ouais. Il y a marqué vous êtes en train de partager. Ah oui, arrêtez le partage. Voilà, c'est ça. Voilà, ça y est. Super. Je vois même Patrick Ricky. Salut Patrick. Je ne sais pas pourquoi je ne vois que Patrick du reste, mais bon. Voilà. Parce que nous avons les écrans coupés. Après, tu peux nous appeler un par un. Alors, je vois même Myriam. Il y a Olivier. Ah bah non, mais... J'aurais mieux préparé si je savais qu'il y avait tant de beau monde, hein, quand même. Hein. Bon. Non, mais c'est parfait, Christian. Ma gueule, c'est que j'avais un deuxième point dans ma conclusion générale que j'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave, ça reviendra. Ça va sans doute. C'est un point qu'on va sans doute retrouver dans la discussion, j'en suis sûre. Bon, alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, dans les fils de discussion, tu as quelques questions. Je commence en tout cas à te les poser. Moi, je ne les vois pas. Alors, il y a une question sur les numériques. Oui. Je pense que c'est une question qui revient souvent hein, dans cette conversion qu'on a et qu'on témoigne aujourd'hui hein, dans le 100% online. Il y a toute la question quelle est la contribution en fait du monde digital à l'augmentation des émissions. Est-ce que cela peut contrebalancer les efforts qu'on fait sur la baisse des énergies fossiles? Oui. Effectivement, il y a eu déjà un premier élément de réponse sur la force des innovations et leur possibilité de justement contrer ces effets. Donc, on nous parle d'une start-up, Marie Gagné, parle d'une start-up française qui utilise la chaleur générée par les serveurs pour après l'injecter comme chauffage. Donc, quel est ton point de vue sur l'impact du numérique? Bon, on traite question par question. Hein. Alors, bien évidemment, j'ai pas eu le temps de tout développer dans l'espèce de conglomérat de synthèse hein, que j'ai fait. Bon. Alors, déjà, j'ai essayé de comprendre un peu quel était, au moment où j'ai préparé le bouquin, j'ai essayé de comprendre exactement comment est-ce qu'on pouvait quantifier l'impact du numérique. Et j'ai vu que les choses n'étaient pas toujours très claires, notamment que le Shift Project avait fait une première évaluation qui avait été ensuite discutée par certains côtés par l'Agence internationale de l'énergie. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, le numérique représente en ordre de grandeur à peu près 10% de la consommation d'électricité mondiale, un tiers au niveau de la production, un tiers au niveau des installations finales et un tiers dans la gestion du réseau.
ma source, c'est le CNRS. C'est dans le bouquin tout ça, mais je le donne parce que c'est comme un truc qui est long. Il est évident que jusqu'à présent, on a géré le numérique sans la moindre préoccupation de l'efficacité énergétique, et qu'on continue, même si on était quand même pendant le premier confinement obligé de diminuer certaines vitesses de circulation et de l'information. En même temps qu'on essayait de ralentir le virus, on essayait toujours ce phénomène de ralentissement qui est assez bizarre, pour éviter justement de congestionner, de faire sortir, de paralyser certains réseaux numériques. Bon. Donc, la difficulté, c'est que avec la 5G, on va rendre beaucoup plus efficace le système, et il y a un effet rebond terrible, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le capitalisme viral est fondamentalement un capitalisme de l'hyperconsommation. Et donc, c'est un capitalisme qui vit dans un monde numérique qui est caractérisé par l'écrasement des prix et des coûts, et par des effets rebonds massifs. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Dans le capitalisme, vous avez soit vous faites du produit de qualité, vous vendez la valeur, soit vous faites du standard et vous écrasez les prix. Et tous les gens qui font du marketing vous disent que le milieu de gamme, c'est de plus en plus compliqué. Le numérisme accélère ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir probablement, si on ne régule pas, on va avoir effectivement des effets rebonds terribles et une augmentation des besoins en électricité à cause de ces effets rebonds. Donc, il faut sûrement réguler le capitalisme viral. J'ai du reste fait hier un papier, enfin plus exactement AOC, hier a publié un papier que j'ai écrit en m'inspirant de ce bouquin sur la régulation du capitalisme viral. Alors, pour être plus précis sur les éléments en termes de est-ce que ça crée plus d'émissions de CO2 que moins d'émissions de CO2 lorsqu'on fait du transport de marchandises ou plus de transport de personnes vers du transport d'informations. Parce que ce qu'on fait avec le télétravail et les visioconférences, c'est qu'on transfère du transport de personnes à du transport d'informations. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait Myriam Maestroni là, parmi aujourd'hui dans ce groupe. Ben, quand on est allé à l'université de La Rochelle en physique, ben, on a dépensé plus d'énergie et d'émissions. Donc alors moi, ce que je pense, c'est que la substitution, elle est à solde favorable au climat, c'est-à-dire qu'on met moins d'émissions de CO2 dans l'air en transportant de l'information plutôt que des personnes ou des marchandises. Alors après, ça va dépendre beaucoup, on ne va pas rentrer dans les détails. Bon. Mais surtout, ce que je pense, c'est que fondamentalement, le problème du transport, c'est le problème des fossiles. C'est que c'est pas du moteur à combustion. L'électron, lui, on sait faire de l'électron vert, c'est une question de... Et on va ne faire que de l'électron vert. La production d'électricité sera décarbonée avant l'extinction du moteur à combustion, même si la sortie du moteur à combustion va être beaucoup plus rapide que ce qu'on anticipe généralement. Donc, je pense que il y a bien, c'est pas une affirmation gratuite que de dire que la bascule vers le numérique va accélérer les transitions énergétiques et va favoriser une baisse plus rapide des émissions de CO2 liées à l'énergie, me semble-t-il. Voilà un peu ce que je voulais dire. Les facteurs d'innovation, effectivement, qui visent à supprimer tous les gaspillages, ils sont très nombreux et on voit bien que, franchement, ça ne va pas être très compliqué par les grands opérateurs des GAFAM de faire fonctionner leurs serveurs avec de l'électricité verte. C'est pas ce qu'ils gagnent, ça ne va pas être très compliqué. Et puis, alors après, bon, il y a des phénomènes. Enfin, moi, je ne connais pas très bien ce monde-là, mais ce qu'on m'explique, c'est qu'on va faire on va stocker, on va mettre les serveurs dans le nord où ça refroidit tout seul, etc. Voilà un peu ce que je voulais dire. Au passage, je dis un mot que j'ai oublié de dire dans la présentation du moyen terme, c'est que je suis très frappé lorsqu'on regarde les bourses. Bon, je sais qu'en général, les gens qui s'occupent du climat ne regardent pas tellement les bourses. Moi, je regarde les deux. Dans les bourses, il se passe des trucs absolument invraisemblables. Zoom, sur lequel nous communiquons aujourd'hui, était une start-up californienne
qui a démarré dans les années 2010, hein, aujourd'hui, ils ont une capitalisation boursière plus élevée que toutes les compagnies aériennes nord-américaines, plus tous les hôteliers américains. Exxon, qui a été pendant 2 décennies la plus grosse capitalisation mondiale, a été sortie du Dow Jones il y a à peu près 2 mois et est dépassée maintenant par une boîte qui fait du renouvelable et du photovoltaïque. Donc vous voyez que cette bascule vers le capitalisme numérique, elle est quand même assez impressionnante. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Enfin, j'ai fait du mieux que je pouvais. Merci Christian. Il y a une question de Myriam Maestroni. Je ne sais pas si vous voulez peut-être la poser directement, Myriam. Oui, bonjour à tous. Non, bonjour. Toujours un plaisir d'écouter Christian. En fait, j'avais 2 questions. Je pense que tu es une fois de plus en avant-garde quand tu mets en équation cette crise sanitaire et la façon dont elle va mieux connecter la transition énergétique et alimentaire. Et ma question était un peu sur le regard que tu portais aujourd'hui sur ce qui était fait à tous égards, hein, politique, communication, etc., sur ce problème précisément de la gestion alimentaire. Être moins gros. On voit par exemple, juste un exemple, j'ai été frappée, Boris Johnson, qui sait pas non plus, qui a attrapé le Covid, a mis des plans pour faire maigrir les gens. Donc, est-ce que, voilà, j'aurais aimé que tu approfondisses ce sujet, parce que je pense qu'il est important et puis, j'avais juste un clin d'œil, mais ce n'est pas un clin d'œil pour quelqu'un comme toi. Je pense que malheureusement, on va vers des zéro émissions nettes, donc il faut compenser. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi à repenser le système de compensation de CO2 avec des projets locaux de micro-ingénierie tangibles, mesurés, tracés. Et je pense qu'on est en retard. En tout cas, j'aurais bien aimé avoir aussi ton opinion là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Je n'ai pas assez approfondi la question agricole et alimentaire dans l'exposé et un petit peu plus dans l'ouvrage. Bon, je voudrais dire 2 choses. La première ne répond pas directement à ta question, mais elle va me permettre de préciser un peu un point. La mécanique du rationnement de l'offre pendant les confinements, elle a un effet tout à fait nouveau pour les macroéconomies, c'est qu'elle génère des distorsions sectorielles incroyables. Bon, on va parler de l'économie de la culture, hein, mais l'économie des salles de cinéma, vous êtes tous bien conscients. Bon. Si on regarde la situation énergétique, on voit que le secteur des fossiles a été beaucoup plus touché que le secteur du renouvelable, et c'est développé bien dans le bouquin, donc je ne reviens pas là-dessus. Et parmi les choses extrêmement différenciées, le secteur agricole et alimentaire n'a pas du tout réagi, hein, comme les autres grands secteurs productifs. Enfin, on ne va pas parler de la santé qui est vraiment un cas à part. Hein. Les producteurs agricoles ont été les premiers invisibles. Hein. Lorsqu'on parle des invisibles à propos, je ne sais pas, des éboueurs ou des infirmières, moi ça me fait marrer, ils ne sont pas du tout invisibles. Moi je connais très bien les gens qui ramassent les ordures, hein, si vous voulez. Enfin, les déchets, il ne faut pas dire les ordures. Par contre, l'économie agricole et alimentaire a continué à tourner à plein régime. Elle a même tellement bien tourné qu'on avait besoin de recruter des saisonniers pendant le confinement, hein, qu'on a fait venir malgré les règles qui s'appliquaient à nous. Et j'ai regardé un peu sur les échanges internationaux entre février et mars-avril, aucun ralentissement, hein, sur les exportations de céréales du port de Rouen. Donc, les grandes filières alimentaires, agricoles et alimentaires ont continué à produire. C'est heureux sur le plan de la situation alimentaire mondiale, parce qu'il y a eu une demande très forte de pays qui de même que, je vous souvenez, au début du confinement, les consommateurs se sont précipités dans des supermarchés pour acheter, je ne sais pas quoi, des nouilles ou des pâtes alimentaires ou des conneries. Bon, il y a des pays qui ont eu très peur sur leur sécurité alimentaire et qui ont commandé des stocks un peu en avance. Bon.
Ça a un effet très, très négatif sur l'autre grand problème du CO2, la déforestation. Hein. Les seules informations en temps réel qu'on a, elles viennent du Brésil, hein, puisque le Brésil est le seul pays tropical qui a un dispositif de mesure en temps réel, hein, de la déforestation. Bon, on a bien vu que la déforestation va atteindre probablement en 2020 ses records absolus depuis au moins 10 ans, un peu plus même, hein, puisqu'on risque d'atteindre 15 millions d'hectares alors qu'on était descendu jusqu'à moins de 5 à la fin de la politique menée par Lula. Donc ça c'est un volet très, très important qui est un peu décrit dans l'ouvrage, mais que je n'ai pas du tout... Alors maintenant, les incidences sur la situation alimentaire, moi, mon premier souci, c'est qu'il y a un risque au plan mondial que une partie des gains qui ont été faits sur l'amélioration de l'alimentation dans les pays en voie de développement, les pays les moins avancés, soient balayés par les effets indirects du Covid sur la crise économique. Donc ce risque, il est réel. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais en gros, on a considérablement réduit le nombre de personnes malnutries dans le monde, hein, depuis 20 ans. On est à peu près à 800 000 personnes, c'est 800 000 personnes de trop, évidemment. Mais c'est moins pire que quand il y en avait 1,6 milliard. Il y a un vrai risque là parce que les pays au sud du Sahara et en Asie du Sud, qui sont les deux grands foyers, hein, de pays les plus pauvres, hein, sont dans des situations en gros, d'arrêt de paiement. Alors il y a un moratoire qu'on a fait, mais on n'a rien réglé. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait que l'Europe devrait, en même temps qu'elle fait sa taxe aux frontières, avoir une politique beaucoup plus généreuse vis-à-vis de ces pays-là. Et puis il y a le problème de l'alimentation chez nous. Le problème de l'alimentation chez nous, moi ce que je pense, c'est que il y a des actions à mener qui me paraissent absolument évidentes, que je ne comprends pas qu'on ne les fasse pas, si vous voulez. Je ne comprends pas que on continue à... Enfin, en plus, je regarde pratiquement jamais la télé, mais pendant le confinement, j'ai un peu plus regardé la télé, notamment pour écouter les avis sanitaires. Je ne comprends pas qu'on fasse de la publicité pour la surbouffe. On vous met en même temps de la publicité, il faut consommer plus de chocolat et de machin comme ça. Et en dessous, on vous met un truc, attention pour la santé. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est complètement... Il y a un moment, il faudrait arrêter quand même. Enfin, je ne suis pas un grand partisan de la démocratie citoyenne, mais quand même, quand la Convention des citoyens nous dit qu'il faut arrêter ça, c'est une évidence. Je veux dire, qu'on ne le fasse pas, c'est quand même monstrueux. Mais plus fondamentalement, moi je pense que dans l'alimentation, ce qui fait bouger les gens, en dehors d'une minorité de militants qui vont toujours rester des militants, c'est soit des choses qui concernent la santé. Alors là, on est en plein dedans. Et quand les gens ont peur pour leur santé, là, ils vont modifier les choses. Ou c'est des ressorts plus complexes qui se rattachent à l'émotion ou aux valeurs culturelles. Sur les valeurs culturelles, je ne veux rien dire, mais moi j'ai vécu pendant plus de 4 ans dans un pays musulman et je peux vous dire que changer la vision de la viande de mouton dans un pays, dans les pays du Maghreb, ça ne va pas être facile. Hein. Il aimait autant que c'est un ruminant, hein, donc il aimait comme les vaches. Hein. Mais par contre, il y a un autre ressort, je crois, important, me semble-t-il, c'est le bien-être animal et l'idée que la santé est globale. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, après le Covid-19, imaginer qu'on va rester en bonne santé si nos écosystèmes, si les animaux avec lesquels on vit, les animaux qu'on élève, eux ne sont pas en bonne santé. Ça, je crois que c'est un ressort très fort, si vous voulez, dans nos représentations collectives qui pourrait accélérer la bascule vers une alimentation moins déséquilibrée. J'ajoute que, bon, il se trouve que comme j'ai mon prochain cours, c'est le chapitre sur l'agriculture et la forêt et la biodiversité, donc j'ai un peu révisé les bases là et j'ai relu une grande partie du dernier rapport du GIEC sur
les changements d'usage des terres, la question de la part des produits animaux dans la production et la consommation alimentaire est absolument essentielle. Elle est absolument essentielle. On ne pourra pas faire l'économie de ce débat. Et il est très compliqué. Il est très compliqué parce que sous l'angle de l'offre, lorsque vous regardez un peu profondément les ressorts de l'agroécologie ou l'agriculture écologiquement intensive, ça implique généralement de marier quand même des productions animales et des productions végétales. Bon, voilà ce que j'ai dit sur la situation alimentaire. Si je voulais dire aussi un dernier truc quand même, Myriam, c'est que j'ai lu un bouquin que m'a conseillé Bruno Revel. Je sais pas, il est là, Bruno Revel, on n'est pas venu, lui, oui. Vous connaissez tous Bruno Revel, hein, c'est l'ancien patron de Greenpeace France, des responsabilités internationales à Greenpeace. Et il m'a dit, lis ce bouquin qui s'appelle Steak barbare de Gilles Luneau. Et le sous-titre, c'est Hold up vegan sur l'assiette. Bon. C'est effrayant quand vous lisez ça, hein, si vous voulez, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le capitalisme viral, là, ça s'applique très bien, c'est le capitalisme de contrôle. Donc, il faut manger moins de viande. On va fabriquer de la viande artificielle à partir des cellules souches, hein, donc on n'aura plus besoin de paysans. Donc, c'est compliqué, hein, c'est cette question vraiment du régime alimentaire. Le clin d'œil, c'était sur les zéro émission nette et la compensation. Bon, moi, j'ai rien contre la compensation en tant que telle. Hein, si vous voulez, tout dépend de comment c'est fait et à quel niveau de la décision c'est fait. Il y a 2 points sur lesquels je pense qu'il faut être attentif. Le premier, c'est que, parce un système d'échange de quotas, quelque part, c'est aussi une espèce de compensation, mais c'est à l'intérieur d'un plafond, donc c'est très différent. Les 2 points sont les suivants. Le premier point, c'est qu'à l'échelle d'un individu, d'une société, d'une collectivité, de tout acteur qui veut s'engager dans le changement climatique, et je pense que tout est bon à prendre et tout est utile, la compensation ne peut arriver qu'après une démarche qui vise d'abord à réduire ses propres émissions et aller jusqu'où on peut en matière de réduction de ses émissions. J'ajoute que pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une métrique absolument indépendante et fiable. Or, cette métrique indépendante et fiable, elle est loin d'être toujours en place, que ce soit pour des entreprises ou pour des collectivités territoriales. Moi, j'ai été très frappé. J'ai eu la chance d'être invité dans pas mal de régions pour, non pas accompagner, mais pour un peu animer des séances de brainstorming sur les plans énergie-climat territoriaux. Très souvent, on n'a pas cette métrique hein, à l'échelle régionale parce que l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre, c'est un truc qui fait avec des méthodes nationales, et ça c'est pas l'agrégation d'inventaires régionaux. Donc, c'est compliqué de faire ces transmissions. La deuxième limite que j'ai sur les histoires de compensation, c'est que, il y en a une troisième que je rajoute dans un instant. La deuxième limite, c'est que, évidemment, les compensations ne peuvent pas prendre la place des politiques publiques. Et quand les politiques publiques veulent faire de la compensation sans son niveau de contrainte, ce n'est pas du tout suffisant. Et c'est évidemment ce que fait l'aviation civile internationale avec son CORSIA. Donc moi, j'ai été assez violent contre le CORSIA dans le tic-tac de l'horloge climatique, tout simplement parce que je pense que ce qu'il fallait faire, c'est plafonner les émissions. Point. Il ne faut pas faire des systèmes très compliqués. Et une fois qu'on a vraiment plafonné les émissions, bon, on peut peut-être mettre un peu de flexibilité avec de la compensation si ça s'avère absolument nécessaire. Et ça rejoint bien ce que je disais à l'échelle individuelle ou des sociétés. Commencer par réduire le maximum de ce qu'on peut et ensuite. La dernière limite sur la compensation a trait à un problème très complexe qui est celui de la forêt, le milieu naturel, le lien entre l'agriculture et la forêt, jusqu'où on peut aller. Je vois fleurir des projets d'une naïveté incroyable sur du type on va planter des arbres et ça va réduire l'intensité du problème. Bon, moi, j'ai travaillé un peu plus de 4 ans en Algérie dans le secteur agricole. Je me souviens, il y a longtemps, parce que j'ai fait ça juste au moment où j'ai fait ma thèse d'État sur l'Algérie, du reste, je me souviens, là, à l'époque, on faisait la grande barrière verte hein, sur les hauts plateaux qui séparent le tel du Sahara. Bon,
Et c'était des programmes internationaux, donc les mecs venaient, ils plantaient, alors ils avaient plein de moyens, ils plantaient des centaines, des milliers d'hectares, ils venaient 2 ans après, il n'y avait plus rien. Non, parce qu'ils n'avaient pas intégré le fait que les hauts plateaux algériens, c'est une terre de nomadisme. Évidemment, dès qu'ils avaient le dos tourné, les éleveurs arrivaient, ils foutaient 3000 animaux. Donc, les systèmes de plantation doivent s'intégrer dans des systèmes humains. Et si on ne le fait pas, on a des retours de bâton extrêmement violents. Par exemple, une partie, l'un des pays qui reforeste le plus aujourd'hui, on retrouve toujours les mêmes, hein, dès qu'il s'agit de voir des gens qui réalisent vite, c'est les Chinois. Hein. En Chine, on replante beaucoup pour essayer de freiner le désert. Vous savez que pour freiner, c'est très bien expliqué, hein, dans le rapport du GIEC, hein, pour freiner le désert, il n'y a pas mille façons de faire. Hein. Et il faut essayer de remettre de la couverture végétale, hein, que si vous voulez remettre de la matière organique, du CO2 dans les sols en Beauce, il faut remettre du couvert végétal, il faut arrêter. Qu'est-ce qui se passe quand on fait des plantations comme ça? Souvent, non seulement on s'intègre mal au milieu socio-culturel, hein, au milieu socio-économique, mais on s'intègre mal au milieu naturel lui-même. Et lorsqu'on veut faire pousser des arbres, ça prend de l'eau dans le sous-sol. Et lorsque vous êtes dans un milieu où il n'y a déjà pas beaucoup d'eau, bien souvent, vous perturbez gravement votre gestion des ressources en eau, et vous pouvez aggraver terriblement le stress hydrique qui fait que, un, vos arbres vont mourir, et deux, vous n'aurez plus d'usage de l'eau pour d'autres usages qui parfois sont absolument essentiels pour les personnes. Donc, vous voyez que ce qui est compliqué avec le carbone vivant, c'est qu'il est vivant justement, et qu'il est dans des cycles vivants, et ça réagit toujours de façon un peu compliquée, donc il n'y a pas de solution miracle. Au moins sur les 3 fossiles, là c'est simple, hein, on a 3 fossiles, on sait où ils sont, on sait combien ça émet chaque fois, donc il faut les retirer, donc il faut les rendre plus coûteux, donc il faut mettre un prix, voilà. Sur la biodiversité, on ne sait pas tarifer. Bon, j'ai répondu un peu dans les détails, peut-être en mélangeant 2-3 choses, mais enfin, j'ai essayé de répondre au mieux qu'il était possible, Myriam. Merci beaucoup. Merci Christian, merci beaucoup. Et on a 2 autres questions. Patrick, tu veux la poser aussi directement peut-être? Patrick. Oui, c'est possible. Oui, ouais, merci beaucoup. Patrick. Merci beaucoup, Christian, pour cet exposé extraordinairement stimulant. Je ferai bien volontiers deux petits clins d'œil. D'abord, le premier clin d'œil, ce que tu dis sur la santé des animaux, c'est très, très intéressant. Je renvoie à la série Borgen, dont un épisode traite d'une épidémie porcine. Et le représentant des éleveurs dit à ce moment-là à la Première ministre, mais notre bétail est en parfaite santé, d'ailleurs il est bourré d'antibiotiques. Le deuxième, ce n'est pas un clin d'œil, mais ce que tu dis sur la reforestation en Chine, je te signale et je signale à tout le monde un très bon documentaire fait par un journaliste d'origine chinoise, américain d'origine chinoise étant retourné en Chine, et ça s'appelle Green Gold. Et c'est vraiment tout à fait passionnant sur la description, en effet, de comment reforester dans des contextes de pastoralisme. Et en effet, la conclusion, c'est que pendant un certain temps, il faut interdire les troupeaux sur les zones qu'on est en train de reforester. Pas plus sérieusement, mais sur un point de fond, ce que tu dis sur le capitalisme viral ou le capitalisme numérique est extraordinairement important. Mais je me pose la question suivante, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une distinction plus fine à l'intérieur de ce capitalisme digital ou viral ou numérique, peu importe, entre ce que certains ont appelé la 3e révolution industrielle, qui était en quelque sorte l'information pour l'information, peut-être le monde des GAFAM, en tout cas le monde qui est largement dominé par les GAFAM, et ce qui pourrait advenir dans ce que le World Economic Forum, institution ONI, qui est d'ailleurs même accusée dans le documentaire Hold Up d'avoir fomenté un Great Reset qui serait simplement une... Tu passes ta vie à regarder les écrans, toi. Oui, je regarde effectivement. Et voilà, donc le World Economic Forum, depuis plusieurs années, évoque effectivement les possibilités offertes par le numérique
pour, en quelque sorte, une rationalisation et une gestion plus efficace du monde matériel, c'est-à-dire des systèmes de transport, des systèmes de production industrielle, etc., etc. Donc, il y a peut-être dans le capitalisme numérique peut-être à faire le tri et sans doute à essayer d'encourager au maximum le capitalisme, je dirais, de l'efficacité dans les utilisations de l'énergie et des matières premières contre le capitalisme de la surconsommation mimétique, pourrait-on dire. Merci beaucoup, Patrick. Tes trois interventions sont passionnantes. Sur la première, je voudrais juste te retourner le clin d'œil parce que tu as certainement lu l'ouvrage de Anjus Deaton qui s'appelle La Grande Évasion. Pour tous ceux qui sont là et notamment pour nos doctorants qui souvent font plus d'équations que de lecture, je rappelle que Anjus Deaton est prix Nobel de l'économie et que c'est un spécialiste de la santé et qu'il a écrit un bouquin absolument extraordinaire qui s'appelle La Grande Évasion, qui est un bouquin plutôt optimiste, dans lequel moi je me retrouve assez bien parce que j'essaye toujours de voir le bon côté des choses malgré les catastrophes qu'on lit tous les jours dans le journal. Bon, et à la fin de son ouvrage, il dit, vous voyez, bon, il y a eu un phénomène incroyable au XXe et au début du XXIe siècle de sortie de la pauvreté, c'est ce qu'il appelle la grande évasion. Lui-même est originaire d'une famille qui était pauvre. Et il dit, mais il y a un bémol, il y a plusieurs bémols. Le premier bémol qu'il dit, le bouquin a été écrit il y a 5 ans, 6 ans. Le premier bémol, c'est que il y a qu'on appelle ça, il y a ces zoonies. Hein, ces virus qui circulent dans le monde animal et qui se propagent de plus en plus vers le monde humain. Donc, quelque part, il anticipe le corona et les autres crises sanitaires. Et puis, il dit une deuxième chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est le risque qui est provoqué par le surdosage d'antibiotiques dans les élevages. Comme nous, on mange les produits d'élevage, du coup, on mange indirectement les antibiotiques et on perd l'efficacité des traitements antibiotiques quand on en a besoin. Et donc, on se fragilise. Donc ta remarque sur les antibiotiques me renvoie tout de suite à ce point. Là, vraiment, les économistes de la santé nous ont appris beaucoup de choses. Alors, sur le capitalisme viral, bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il nous faudrait des heures et des heures, mais fondamentalement, Patrick, moi, ce que tu dis, je le partage complètement, et c'est la nécessité de réguler. Moi, je pense que, bon, on peut faire beaucoup de débats. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait plus quand j'étais étudiant que prof, du reste, sur les sociétés alternatives, etc. La vérité, c'est qu'on est dans des sociétés et comment est-ce qu'on peut les faire évoluer? Ben, si on ne croit pas au grand soir, il faut réguler. Bon, et donc, je pense que l'essor de ce capitalisme viral, numérique, on peut dire, hein, mais j'aime bien l'expression capitalisme viral, c'est une question de régulation et intrinsèquement, spontanément, je pense que spontanément, ce capitalisme porte ces deux dimensions. C'est-à-dire que spontanément, il porte cette dimension d'efficacité des réseaux, d'efficacité des consommations énergétiques. Enfin, nous, on a fait plusieurs thèses. Hein, les jeunes de la chaire, vous en parlerez mieux que moi, sur les systèmes de gestion décentralisée de l'énergie. On voit bien que le mixage du numérique et de l'énergie est fondamental parce que les gens des réseaux numériques sont habitués à travailler beaucoup plus sur l'intelligence du réseau que les gens qui sont habitués à faire circuler des électrons, surtout quand ils sont adossés à un système très centralisé comme en France de production électrique à l'amont. Bon, donc ce capitalisme numérique, il porte toutes ces dimensions très, très favorables. Et puis en même temps, c'est un capitalisme de l'hyperconsommation. Et je pense qu'il ne faut pas, il faut pas pointer du doigt tel ou tel. En ce moment, la mode, hein, c'est de pointer du doigt Amazon. Pour dire, voilà, je pense que intrinsèquement, la logique capitaliste est et c'est ce qu'on apprend dans les écoles de commerce. Qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles de commerce, ou un peu à Dauphine, hein, qui, dans certains domaines de sa formation, s'apparente à une école de commerce? On apprend
aux étudiants comment est-ce qu'on élargit un marché. Comment on élargit un marché? Eh bien, soit tu fais, je sais pas, du Christian Dior hein, ou du Chanel, hein, du produit luxe. Hein, bon, donc tu construis ton business model sur une valeur différenciante d'une marque qui ne peut reposer à terme que sur une très forte qualité du produit. Heureusement, hein, quand même, les consommateurs ne sont pas complètement idiots. Donc, si tu veux poser une marque de luxe et que tu as de la camelote derrière, ça ne va pas durer longtemps. Bon. Et puis, de l'autre côté, tu as la consommation de masse. Et bien, la consommation de masse, tu casses les prix. Et le capitalisme numérique, c'est l'une des forces incroyables pour casser les prix, puisque souvent, il te fait croire même que c'est quasiment gratuit. Bon, donc, il faut réguler. Et je dois dire que une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose parce que je sais à peu près comment est-ce qu'on peut mettre en place une taxe carbone. Je sais à peu près comment on peut mettre en place un système de quotas qui fonctionne. Pour la partie CO2 énergie, je ne sais absolument pas faire pour la biodiversité. Hein. Réguler ces systèmes numériques, je ne sais pas très bien comment il faut faire. J'ai l'impression que c'est horriblement compliqué. Et réguler les impacts macroéconomiques de ce capitalisme dans lequel toute la création monétaire va sur les prix d'actifs, ça, je ne vois vraiment pas comment est-ce qu'on va faire avec les tombereaux d'endettement public qu'on est en train de se mettre sur le dos. Mais je serais très content d'en discuter. Il se trouve que j'ai été invité par les gens de la Banque de France pour présenter le bouquin, donc j'espère qu'ils vont apporter des réponses que moi je ne vois pas très bien comment trouver. En tout cas, j'en ai un peu discuté avec des macroéconomistes, avec Patrick Artus, avec d'autres. Ils n'ont pas beaucoup de réponses à l'heure actuelle. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, mais en tout cas, merci de les avoir posées parce que vraiment, ça fait réfléchir. Merci. Il y a une dernière petite question peut-être sur la question démographique. Quel est l'impact sur les passés et sur les futurs? Alors, vous savez, il y a une espèce de débat sur croissance, décroissance. Est-ce que tu es décroissant? Est-ce que tu es croissant? Bon, moi, il y a des gens qui me disent que tu es devenu décroissant. Bon, je ne sais pas si je suis décroissant ou croissant, mais je pense que le débat sur croissance, décroissance, bon, il peut faire longtemps hein, sur les indicateurs du PIB, du développement durable, etc. Bon, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui doit croître et qu'est-ce qui doit décroître. Donc, quand on s'intéresse au changement climatique, ce qui est mon cas depuis 2002-2003, moi j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens comme Jean Jouzel ou Hervé Letreux, qui m'ont expliqué pas mal, puis lui aussi. Bon, on voit qu'il y a une urgence, hein, c'est de réduire les quantités de gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère pour arriver d'abord à stabiliser le stock, peut-être même à faire baisser le stock. Et comme le stock est très inerte, il va falloir faire une sacrée décroissance là-dessus. Alors ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut détruire comprimer ce stock sans comprimer en même temps l'économie, on va dire, hein, le PIB, hein, pour faire simple. Donc, est-ce qu'on peut découpler? Bon, alors, il y a beaucoup de raisonnements qui vous disent qu'on peut le faire, d'autres qui disent qu'il ne faut pas le faire. Moi, je pense, et c'est le chapitre 5 qui décrit ça dans le détail dans le bouquin, je pense que ça dépend fondamentalement des situations. La transition énergétique sur la partie des pays à faible revenu, les pays moins avancés qui n'ont pas tout cet amas d'infrastructures que nous on a. Si vous augmentez le rythme de la transition en investissant massivement dans les sources non renouvelables et dans l'efficacité énergétique, vous allez bypasser tout simplement une grande partie des étapes du fossile qu'on a faites et donc vous allez doper la croissance. Dans les pays un peu européens, disons, où on n'a pas beaucoup d'énergie fossile, on va faire comme si la Norvège n'était pas en Europe, hein, parce que la Norvège est un cas à part, et puis comme le Royaume-Uni est parti, on peut oublier les de mer du Nord. Bon. Nous, vous voyez que la transition énergétique, elle a des effets contrastés. Hein. Vous avez des parties qui vont être favorables à la croissance, c'est la partie investissement vert et la partie efficacité. Et vous avez des parties qui vont être défavorables à la croissance, c'est tout ce qui concerne la restructuration des actifs liés aux fossiles, les actifs de production, de distribution du fossile, mais aussi les actifs qu'ils utilisent, hein, les chaudières, les bagnoles, etc. Et moi, je pense qu'on se trompe. Hein.
la plupart des gens, lorsqu'on parle du coût de la transition, ils ont un coût d'investissement vert. Moi, je pense que le coût le plus monstrueux, ça va être le coût de reconversion. Et puis, vous avez les pays pétroliers ou charbonniers ou gaziers. Eux, évidemment, le coût est encore plus élevé. Alors après, il y a une question vraiment beaucoup plus complète. C'est est-ce que dans la croissance et la croissance du PIB par habitant, vous avez le nombre d'habitants? Est-ce que la question du nombre d'habitants compte ou pas? Alors, il y a une façon politiquement correcte de répondre, et moi, j'ai répondu assez longtemps par la façon politiquement correcte, c'est de dire, vous savez, ce qui compte, hein, ce n'est pas le nombre d'habitants, c'est la quantité d'émissions par habitant. Et si on diminue massivement la consommation d'économie par habitant, d'émissions par habitant, on aura totalement découpé, donc on n'aura pas de problème. Oui, mais le milieu vivant, je ne sais pas si vous avez en tête un peu les ordres de grandeur, mais le rythme de destruction des forêts tropicales et des milieux humides, hein, qui sont vraiment les gros réservoirs de biodiversité, comment on fait? Et quand on regarde un peu les facteurs de dégradation et quand on essaie de comprendre un peu ce qui se passe, ben on voit que les écologues et les gens du Muséum d'histoire naturelle, les bouquins là, qu'a écrit le chercheur israélien là, qui s'appelle, je ne sais plus son nom en tête, c'est pas grave, ils nous disent l'espèce, il y a des milliards d'espèces, hein, et puis vous avez des équilibres entre les espèces, qui sont des équilibres instables, il y en a qui bouffent d'autres, il y en a qui disparaissent, avant même l'arrivée de l'homme. Puis l'homme arrive, il fait disparaître beaucoup d'autres espèces, hein. Il accélère le rythme de disparition des autres espèces. Il colonise à peu près tous les espaces, hein, à mesure qu'ils se développent, et puis il domestique des espèces, hein, qu'il va utiliser principalement, au début à la fois pour manger, pour se déplacer, maintenant essentiellement pour manger. Bon. Combien de temps ça peut durer que on accroisse comme ça une espèce humaine au détriment de toutes les autres? Mais ça, la question de la biodiversité derrière. Bon. Donc moi, j'ai trouvé que, et si vous lisez le rapport de l'IPBES, le GIEC n'aborde jamais ça. Le GIEC ne va jamais dire il faut freiner la démographie. L'IPBES, lui, le dit. L'IPBES, hein, donc le GIEC de la biodiversité, nous parle effectivement du taux de charge possible de cette espèce unique, hein, de mammifères que nous sommes, qui avons colonisé tout l'espace. Donc derrière ça, effectivement, il y a la question du nombre. Bon. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que moi je pense qu'effectivement, la pression sur les milieux naturels et sur les déséquilibres, parce qu'il bon, y a le climat, derrière il y a la biodiversité, il y a des tas d'autres trucs, hein, si vous lisez, il y a toutes les frontières planétaires, hein, décrites par Högström et les autres, hein, le cycle de l'azote, le seul qu'on a réussi à peu près pour l'instant à protéger, hein, c'est la couche d'ozone, hein, grâce au protocole de Montréal. Bon. Mais bon, on a bien cette question de la stabilisation, voire de la décroissance de la démographie mondiale à terme. La question, c'est au point de vue des implications politiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, deux points, puis après je vais m'arrêter quand même, parce que il ne faut pas que je reprenne le temps des questions-réponses pour refaire un deuxième exposé, mais moi, c'est un point qui me passionne beaucoup, sur lequel je travaille un peu en ce moment. Bon. Premièrement, un Américain moyen, ça compte, hein, en empreinte, on va dire en empreinte écologique globale, hein, à peu près comme 25 à 30 habitants, hein, d'un pays au sud du Sahara ou en Asie du Sud, dans les pays les plus pauvres. Donc, si on veut gérer la question climatique et derrière la question climatique, la question biodiversité qui interagit par la démographie, il vaudrait mieux commencer par arrêter la démographie dans les pays riches que dans les pays pauvres. Mais je ne vois pas de pays qui soit prêt à faire ça. C'est vrai que si vous lisez le site du WWF, je crois, ou quelques autres, on traite un peu cette question-là. Il y a quelques personnalités politiques des Verts qui disent ça, mais ils le disent un peu doucement et je ne pense pas que c'est un programme sur lequel on puisse se faire élire aussi.
Or, on est quand même dans un pays où c'est quand même celui qui gagne les élections qui arrive au pouvoir, même, je crois, au présidentiel aux États-Unis. Alors, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, le deuxième volet, c'est évidemment que on sait très bien que la transition démographique est amorcée, et que cette transition démographique, elle résulte principalement du développement économique, de l'éducation et de la formation des femmes, de leur accès à des moyens contraceptifs, hein, c'est là-bas, si possible, de leur accès à des structures de société où la ségrégation des genres est moins forte, et que ça a fonctionné comme ça dans beaucoup de pays depuis que la transition démographique a démarré, on va dire, vers la fin un peu avant le XVIIIe siècle, et que un paramètre clé, c'est la baisse de la mortalité infantile. Parce que tant que la mortalité infantile est très élevée, la fécondité est une sorte d'assurance contre la perte des bébés ou des enfants en bas âge. Moi, j'ai été incroyablement impressionné quand j'ai vécu en Algérie, combien ce mécanisme de base fonctionne dans les parties défavorisées de la société. Donc, tout ça prend du temps. Et moi, je pense que la question, pour moi, la plus importante, c'est que pour s'approcher plus vite de la stabilisation de la population mondiale, pour aller un peu plus vite que ce que nous dit l'ONU, hein, qui voit une stabilisation à peu près plutôt vers la fin du siècle, il faut accélérer le développement et il faut surtout cibler le développement sur les besoins de base sanitaires, alimentaires, énergétiques. On ne va pas tout faire d'un coup, mais je rappelle quand même le problème des systèmes de cuisson. Hein, le premier problème d'accès à l'énergie dans le monde, c'est le problème des systèmes de cuisson traditionnels dans les pays en voie de développement. Hein. Donc là, on a bien quand même un levier important. Et ma conclusion, c'est que la seule chose qu'on doit faire pour mieux intégrer la question démographique dans la question climatique, c'est d'accélérer et de renforcer le développement ciblé vers les pays moins avancés. Les informations qu'on peut tirer il y a une étude très intéressante qui a été faite par des gens qui ont fait des perspectives un peu différentes de celles des Nations Unies, hein, en accélérant justement, avec un scénario justement, le développement accéléré, ciblé sur les besoins essentiels, qui accélère les choses. Je dis juste un dernier mot quand même sur, quand on regarde les taux de fécondité dans les différentes zones du monde, on a parfois des surprises que la fécondité baisse plus vite que ce qu'on anticipait. C'est le cas d'à peu près tous les pays d'Asie. En Afrique au sud du Sahara, c'est beaucoup plus contrasté. Et puis on a parfois des drôles de surprises. Moi, j'ai regardé un pays auquel je suis assez attaché, puisque j'ai vécu 4 ans, c'est l'Algérie. Quand vous regardez le taux de natalité en Algérie, il a redémarré. Il a redémarré. Et donc, il y a quand même, c'est pas un mouvement uniforme et linéaire, hein, comme tous les mouvements qui sont liés aux activités humaines. Hein. Il y a des hauts et des bas, il y a des chocs et des contre-chocs. Il y a parfois un grand mal qui peut devenir un grand bien, hein, comme la Covid-19. Voilà. Bon, Anna, il faut que tu m'arrêtes, hein, parce que je vais pas m'arrêter, moi. Hein. Oui, on va t'arrêter, Christian, mais merci vraiment de ton analyse et de ta capacité unique à nous faire réfléchir. Et merci à tous ceux qui ont participé. Et éventuellement, s'il y a d'autres questions, voilà, vous pouvez contacter Christian. Je pense qu'il sera content de continuer le dialogue s'il a le temps. Et donc, je vous dis au prochain FLM débat le mois prochain. Merci beaucoup en tout cas, Anna, et merci à toute l'équipe de la chaire économie du climat et bon courage pour cette fin du confinement qui n'est sans doute pas tout à fait terminée, malheureusement.